Voilà, je m'appelle Karl, je suis développeur. J'ai pas de slide de présentation qui financière parce que c'est moi. Donc je viens foutre le bordel ce soir, tout simplement, parce que on va faire Loopback versus Sales. Let the battle begin. Voilà. C'était beau. Donc après la super présentation juste avant, là, ultra détaillée de Loopback, mon analyse du sujet va paraître un peu naïve ou succincte, je sais pas, enfin c'est pas grave, donc c'est vraiment pour faire la comparaison. Donc un peu d'histoire, c'est sympa l'histoire, j'aime bien. Côté Loopback, ça a été annoncé début 2013, donc oui, développé par Strongloop. En 2015, IBM a racheté la boîte, donc, ce qui donne un côté plutôt pérenne au projet, ils ont plein de thunes. La dernière version, c'est la 2.27, et ils ont 97 releases pour en arriver là. Côté sales, tiens, ça a été créé la même année, c'est aussi une boîte qui le supporte, Boulder Dash, mais qui est plutôt une boîte d'agence web. Leur dernière version, la 0.12, ça doit être tout pourri à ce moment-là. Par contre, ils ont 176 releases. Alors, où c'est qu'ils font plein de conneries et du coup ils font plein de bonnes releases? Je sais pas. Mais les deux, selon moi, ont l'air à peu près au même niveau à la fin. Alors, les numéros de version, qu'est-ce que ça veut dire à la fin? On n'en sait rien. En termes d'architecture, donc Loopback, il se décrit comme un framework d'API. En effet, quand on prend que le cœur et tout ce qui est back-end sans être les générateurs de code front-end, c'est vraiment ça, c'est vraiment un serveur REST. Ils ont une structure de dossier vraiment très simple, à mon avis. Donc après, c'est un choix d'avoir des fichiers vraiment à plat, de ne pas avoir une complexité de dossier ou de structure particulière. Vu que le système est ultra simple et il n'y a pas forcément besoin d'une complexité autre que ça. C'est basé sur Express.js, comme on l'a déjà dit, et c'est la même boîte qui fait Express.js, donc ça c'est un bon point fort. Je pense que, je ne sais pas s'ils feraient partir Express.js vers une direction un peu différente, rien que pour leur choix de modifier le comportement de Loopback. Côté sales, donc c'est un framework MVC, donc vraiment là on a une structure de dossier complexe avec beaucoup de dossiers, beaucoup de séparation des codes, une partie back, une partie front, mais qui est vraiment plus fournie, disons que celle de Loopback, mais qui à la fin rend exactement le même service. Donc il y en a beaucoup qui disent que d'un côté Rails, c'est vraiment en fait tous les développeurs Rails ont l'impression de retrouver leur bonheur avec ce framework là parce qu'il a une structure qui ressemble énormément à comment ça s'appelle, Rails, on Rails, et encore une fois c'est basé sur Express.js. C'est le framework qui déchire. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme différence entre les deux? Vu qu'ils font la même chose, ils produisent tous les deux une API REST. Ils sont tous les deux un peu autogénérés. On t'appelle CLC Loopback. Bon, pour Sales, on va faire Sales New, machin. Ça te génère, ça scaffold ton truc. Tu vas faire SLC Loopback Model, je ne sais même plus ce que c'est la commande, je n'ai pas eu le temps de l'apprendre. Pareil, côté Sales, tu vas dire Sales Generate API, il va générer tes contrôleurs et tes modèles, c'est exactement pareil. Mais il y en a un qui a un côté plus configuration overcode, quoi. Et du coup, le troll de la soirée, c'est tout simplement. Donc,
Donc les data sources, oui, on peut se connecter avec les deux à n'importe quelle data source existant. Donc si on va sur le site de Lubac, il se dit que lui il est super fort et il sait se connecter à MS SQL, à PostgreSQL, à plein de trucs. Bon, et il dit que Sales il se connecte un peu moins de trucs. Oui, c'est vrai, c'est un peu vrai par défaut. Et donc, mais en fait, ce qui est vraiment vrai, c'est qu'avec les deux, tu peux te connecter à tout et n'importe quoi. Tout ça grâce au connecteur, donc qui a été très bien décrit avant. Un connecteur, c'est quoi? C'est juste une couche d'abstraction par-dessus un driver. Donc des drivers pour se connecter à des API ou à des bases de données ou à des systèmes FS, il y en a de toutes les sortes. Que ça soit, j'ai déjà vu un connecteur pour Sales pour se connecter à un fil Twitter. Donc, voilà, et pouvoir utiliser des requêtes vers l'API de Twitter dans ton application avec l'ORM en faisant des finds, etc. Donc voilà, il y a une logique vraiment similaire sur les deux. Alors, sachant que les deux savent faire des sortes de jointures entre différents data sources, mais comme il disait avant, c'est pas des vraies jointures de requêtes comme on fait dans une base de données, mais il va quand même savoir mettre en relation des données venant de différents modèles de données ou systèmes de stockage plutôt. Donc ça c'est super puissant. Donc voilà, les ORM, ODM, ODM. Vu qu'on peut se connecter à n'importe quoi, il n'y a plus de nom. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, voilà, côté loopback, c'est le data source juggler qui permet de vraiment switcher super facilement entre n'importe quelle data source. Côté sales, il s'appelle Waterline. Vraiment exactement pareil, les deux. On peut faire du find where, du join. Donc j'y vois encore une fois aucune différence, mais à savoir s'il y en a un qui est plus performant que l'autre. Il faudrait tester. Donc oui, c'est une API unifiée, donc c'est la définition d'un ORM ou ODM. Et on peut très simplement switcher entre différents connecteurs, voilà, sachant que dans l'un ou l'autre, on peut déclarer par modèle une data source différente, ce qui nous permet de même pas se soucier quand on code l'application dans quel type de source ça va être stocké. Et donc, comme j'ai dit, qu'on peut faire des relations entre différentes data sources, qui est super intéressant. En point de vue de documentation, c'est là où il y a un peu de différence. Donc, pour Loopback, le côté web est à peu près OK. Pour Sales, il est bien. Alors après, il y a beaucoup d'avis différents. Moi, en termes de structure de documentation, je préfère Loopback, mais il y a moins d'informations où c'est plus dur à trouver. Côté Sales, l'information est très bien décrite. Par contre, l'affichage est pas génial. Donc, encore une fois, ça fait que c'est pas très facile à trouver l'information dont on a besoin. Côté Loopback, le client, la ligne de commande est super bien documentée. Ça, c'est vraiment un point fort. Côté Sales, il y a zéro documentation dessus. Donc, je me démerde. Pour ce qui est de l'offline, moi j'en ai marre. Il n'y a pas de documentation offline. Je passe la plupart de mon temps à travailler dans le train. Et donc, c'est galère. Et là, encore une fois, ok, Loopback, il y a des PDF et des Word, mais c'est quoi? Tu peux aller sur une page de la documentation et l'exporter en PDF ou en Word. Donc, il faut que tu ailles exporter chaque page de la documentation. Alors, je suis tombé sur le Google Group où là, le gars qui écrit principalement la documentation pour Loopback avait généré 3 ou 4 gros PDF parce qu'un gars avait demandé. Enfin, c'est une galère quand même. Côté Sales, c'est pas mieux, c'est du Markdown.
un peu illisible. Enfin, quand on prend l'habitude, ça va, on arrive à trouver l'information avec des CTRL F, mais en termes de lisibilité, c'est pas génial. Bon, il y a un côté positif. Ouais, pour les deux, c'est open source, donc on peut contribuer, on peut aider à améliorer ces documentations. Un petit point fort pour Sales, c'est sur GitHub, donc c'est très facile de faire des pull requests pour améliorer soi-même la documentation. Ils l'acceptent en général si on ne s'est pas complètement trompé sur ce qu'on raconte. Par contre, côté loopback, il faut ouvrir des tickets chez eux pour demander une modification. Voilà, je trouve ça un peu tristouné. Les outils, donc ouais. Pour ce qui est des outils, bon bah, ils sont très bien décrites la panoplie d'outils qu'il y a pour Loopback, surtout StrongLoop qui englobe vraiment Loopback. Et donc qui nous donne en ligne de commande le SLC avec toutes ces commandes pour build, deploy, faire du monitoring, vraiment tout ça. Et en plus, la super interface graphique voilà, juste une interface graphique pour les commandes qui est là. Mais c'est quand même super puissant. Ça, franchement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment génial. Côté Sage, là, on est un peu démunis du coup. On a juste une ligne de commande qui nous permet de lancer l'application en dev et de générer des petits trucs, mais c'est pas aussi bien foutu que dans Loopback parce que c'est pas un Yeoman qui va vous poser toutes les questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez, etc. C'est juste tu génères un modèle, tu génères une API et puis basta. Et il y a quand même une console interactive pour jouer avec les modèles pendant que l'application est lancée. Bon, c'est un petit gadget à la con. Voilà. Alors j'ai pas mon opinion. Ouais. Alors j'ai pas vraiment d'opinion à la fin. C'est ça c'est que les deux sont exactement pareils. À la fin c'est le débat Grunt versus Grunt quoi. C'est qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères coder, tu préfères configurer, tu préfères la syntaxe de l'un ou de l'autre. Il y en a un qui a 11 000 étoiles sur GitHub, l'autre en a 6 000. Bon, plus qu'on s'en fout à la fin des étoiles. Tout le monde en veut, allez mettre des étoiles. Par contre, j'ai trouvé quand même que Loopback, aujourd'hui, je sais que si quelqu'un me demande ouais, je veux apprendre Node.js, qu'est-ce que tu me conseilles comme framework? Sans forcément dire oui, va faire du Express, je dirais plutôt va faire du Loopback. Parce que justement, on voit bien, c'est vraiment bien pour apprendre comment Node fonctionne, parce qu'on est en train de coder, on peut avoir accès directement au code de Node.js, enfin, on voit les structures de Express, de comment on déclare le route, même s'il y a des fichiers de config qui vont générer tout ça automatiquement, on peut avoir plus facilement accès à du code, du vrai code Node, qui n'est pas complètement obfusqué par un framework complètement magique. Par contre, côté sales, ils ont une meilleure structure. J'adore, moi, quand on me dit, tiens, c'est là que tu vas mettre tes fichiers. Et pas bon, bah, t'as un dossier serveur client, maintenant tu te démerdes. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Autant qu'ils te structurent déjà pour sales le front-end également, même si c'est agnostique par rapport au type de framework que tu utilises, ils t'ont déjà fait des dossiers, donc voilà, tu n'as pas besoin de réfléchir. Ça, je trouve ça pas loin. À part dans le cas où tu as déjà une organisation habituelle et que tu veux tout changer, forcément. Donc, rapidement, la conclusion, forcément, c'est on s'en fout. Peu importe ce que tu utilises, ce qui est vraiment important, c'est qu'à la fin, tu construises quelque chose de cool et tu t'amuses ou que tu pendant que tu le fais. Voilà. Et puis encore un petit froid. Voilà, merci. Des questions sur Sales ou Loopback, ils seront mieux pour répondre.
process qui sont dans la salle? On n'a pas, ils viennent pas au Est-ce que tu as des outils pour générer par exemple des services Angular ou des services pour des... Pour le front, pas du tout. Pas du tout à ce que je sache. Moi, je me suis basé uniquement sur, vu que c'était du REST, que j'avais déjà mes structures de code, j'ai copié-collé des modèles, des structures, des machins d'anciens projets, rien de transcendant. Toi, tu saurais. Ah non, Non, il y tu en a t'appelles. pas que je sais. Mais de toute façon, on peut pas, si tu fais pas de Angular, Ouais, ça m'aiderait pas ni sur le non, back, voilà. ni sur le C. Pour le front, il n'y a personne qui t'aide. Il y a peut-être des paquets qui existent, mais je ne les ai pas cherchés en fait. Du coup, voilà. Ah oui, une différence, c'est que dans Sales, pourquoi j'en ai pas parlé? Il y a Socket.io qui est automatiquement intégré complètement dans Sales. Donc dès le début, toutes les API REST répondent automatiquement à HTTP comme en WebSocket. Et le seul truc qui te fournit pour le front, c'est une version légèrement modifiée de Socket.io. S'ils l'ont forké, ils l'ont englobé dans un namespace. Où du coup tu peux envoyer des requêtes comme si, en mettant les mêmes URL que le reste, mais en WebSocket. Donc tu peux t'adapter en type de connexion. Voilà, ça c'est. Mais j'ai vu que dans la doc, il suffisait de faire hop 3 lignes de code et puis c'était pareil. C'est le même principe. Il y a une question. Ouais. Vas-y, c'est plutôt sur le